Bonjour et bienvenue dans ce premier webinaire offert et organisé par le Phénix dans lequel nous allons dresser le portrait de la violence faite aux femmes en situation de handicap. Mon nom est Bernadette Gilbert et je suis consultante, animatrice et conférencière en accessibilité, diversité et inclusion. En guise de préambule, je vais vous donner quelques chiffres qui sont assez édifiants et qui caractérisent très bien la situation de violence auprès des femmes. Il faut savoir que 85% des victimes de violences conjugales et 95% des victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle, ce sont des femmes. Autre chiffre aussi important, on sait que 22% seulement des victimes de violences conjugales et 5% des victimes d'agressions sexuelles portent officiellement plainte. Alors bien sûr, depuis qu'on parle des mouvements en faveur du combat contre la violence faite aux femmes, il y a eu quelques commémorations qui ont été mises en place, dont celle par exemple décrétée par l'ONU le 25 novembre comme journée internationale contre les violences envers les femmes. Il y a la commémoration du massacre de Polytechnique le 6 décembre. Le 8 mars, on a la journée internationale des droits des femmes. Le 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées. Et bien sûr, on est en droit de se demander à quand la journée internationale contre la violence envers les femmes en situation de handicap. Alors pour dresser ce portrait, pour le dessiner, on va passer par quelques étapes. La première étape, on va d'abord nommer quelques statistiques. Ensuite, on va se poser la question de savoir quand on peut parler de violence. On va aussi définir la vulnérabilité des femmes en situation de handicap. Et enfin, terminer par un zoom, un focus sur la réalité telle que ces femmes la vivent actuellement. On commence par quelques statistiques. Retenez dès le départ qu'au niveau des statistiques, on inclut dedans toutes les personnes qui vivent par exemple dans des réserves indiennes. On inclut également les résidents permanents. On inclut les résidents non permanents. Et on inclut, c'est-à-dire là ça comporte tous ceux qui sont réfugiés, qui sont détenteurs d'un permis de travail ou d'études, ou des membres de leur famille qui vit avec eux. On va exclure par contre tout ce qui est les résidents étrangers, les forces armées étrangères. On va exclure aussi les personnes qui vivent dans des logements collectifs institutionnels, comme les hôpitaux, les corps pénitentiaires aussi. On exclut les citoyens canadiens vivant à l'étranger et aussi les personnes qui vivent dans les logements collectifs non institutionnels, comme par exemple les camps, etc. Donc les statistiques de plus près concernant les femmes, 55% des personnes en situation de handicap sont des femmes. Donc déjà, en matière de handicap, de situation de handicap, de conditions de vie difficiles à cause d'une situation de handicap, les femmes sont majoritaires à 55%. On sait qu'une femme sur 5 est en situation de handicap en Ontario, qu'une femme sur 4 vivra une agression à caractère sexuel au cours de sa vie. 60%, alors là on est dans les femmes en situation de handicap, 60% d'entre elles vivront de la violence à l'âge adulte. On sait aussi que elles sont de 1,5 à 10 fois plus susceptibles d'être maltraitées. Alors ce chiffre-là reste assez vague, c'est une large fourchette entre 1,5 et 10, mais il faut savoir qu'en matière de statistiques, il y a un grand flou, on va dire un grand silence, dès qu'on parle de personnes en situation de handicap, et encore plus particulièrement de femmes en situation de handicap, et c'est encore plus restreint quand on parle des femmes francophones. Concernant les filles qui ont une déficience intellectuelle, on sait qu'entre 40 et 70% d'entre elles, je dis bien 40 et 70%, seront agressées sexuellement avant même d'atteindre l'âge de 18 ans. Toujours pour les femmes et les filles ayant une déficience intellectuelle, 82% vivront de leur violence sexuelle au cours de leur vie.
et le taux de violence par rapport aux autres femmes est de 4 fois supérieur. Concernant les femmes sans abri qui ont une déficience intellectuelle, on sait que 97% d'entre elles subissent de la violence. Un petit coup d'œil aux femmes qui sont en service psychiatrique, eh bien 80% d'entre elles ont été victimes de violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie, ce qui aurait tendance à expliquer, en tout cas en partie, une des raisons pour lesquelles elles peuvent être nombreuses en hôpital psychiatrique. Quant aux femmes de la communauté sourde, on tient des chiffres aussi importants que de dire que 50% d'entre elles sont victimes de violences conjugales. Des statistiques concernant les femmes et les études, chez les femmes, 10% obtiennent un diplôme universitaire, et alors que 19% en obtiennent un chez les femmes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc on est pratiquement du simple au double. On sait qu'une femme en situation de handicap sur 3 est victime de violences à domicile, contre 1 sur 7 pour celles qui ne sont pas en situation de handicap. Alors, deuxième point de notre portrait, on va se poser la question de savoir quand on peut parler de violence, ce qu'est la violence, comment on peut la caractériser et à partir de quand on la reconnaît comme étant un acte répréhensible par rapport aux femmes en situation de handicap, mais aux personnes en général. Alors, on peut considérer qu'il y a différents types de violences et d'abus, dont les plus connus sont bien sûr la violence sexuelle et la violence physique. Mais il y a aussi la violence verbale, la violence psychologique et toute une série d'autres formes de violence qu'on verra un peu en détail. Pour ce qui est de subir de la violence, on peut dire qu'il s'agit d'un processus. La violence, elle est progressive et elle augmente en fréquence et en gravité. Et elle va se préciser peu à peu. Souvent, la femme croit que c'est une erreur de parcours et que tout va rentrer dans l'ordre, que ça ne se reproduira pas. Et puis finalement, la femme peut se sentir coupable des actes de violence subis et va éprouver de la peur, de la honte qui l'empêche de réagir. Et souvent, sa dépendance ou son attachement à la personne fait qu'elle accepte la situation telle qu'elle est. Je fais quelques rappels rapides maintenant concernant les chiffres que nous avons vus à propos de la violence sexuelle. On sait qu'entre 40 et 70% des filles ayant une déficience intellectuelle seront agressées sexuellement avant même d'atteindre l'âge de 18 ans et 82% d'entre elles va vivre de la violence sexuelle dans sa vie. Alors qu'est-ce que c'est que la violence sexuelle ? Eh bien, c'est la situation suivante, c'est-à-dire que c'est une situation qui oblige, ou une personne qui oblige une autre personne à subir ou à accomplir ou à être confrontée à des actes d'ordre sexuel, et ce sans le consentement de la personne concernée. Cette violence sexuelle, elle a 2 fois plus de risque d'être subie par des partenaires intimes quand il s'agit de femmes en situation de handicap. Il y a aussi 3 fois plus de contraintes à avoir des relations sexuelles par le recours aux menaces ou à la force chez les femmes en situation de handicap. Maintenant, la violence physique, je vous fais aussi quelques rappels. Vous savez que les femmes et les filles qui ont une déficience intellectuelle vivent de la violence à un taux 4 fois supérieur aux autres femmes et que, rappelez-vous que 80% des patientes de pédopsychiatriques ont été victimes de violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Alors la violence physique, elle commence en général par de simples menaces, mais elle peut mener jusqu'à la mort. Et entre les deux extrémités, on va retrouver plusieurs comportements significatifs comme la contrainte physique, les bousculades, les blessures, les coups, ou bien le fait de profiter que la personne soit sourde ou aveugle et qu'elle ne peut donc pas voir venir ou entendre venir l'agresseur. Le fait de frapper, gifler, pousser, bousculer, le fait d'alimenter de force ou de pratiquer toute forme de sévices corporels.
Maintenant, passons à la violence verbale. La violence verbale, eh ben, elle va commencer par du chantage et puis elle va progressivement en arriver à un ton beaucoup plus significatif qui est celui de personnes qui cherchent à donner des ordres, à imposer leur point de vue. Et entre les deux, de nouveau, il y a toute une modulation et ça consiste par exemple à se moquer, insulter la personne en situation de handicap, utiliser des propos dégradants, humiliants, méprisants, ou bien utiliser, pratiquer l'ironie en rapport avec le type de handicap, ou hausser le ton, chicaner, menacer, crier, etc. Voyons un petit peu ce qu'il en est maintenant de la violence psychologique qui est plus subtile, qui est souvent moins nommée, qui est souvent moins reconnue et qui pourtant est très dévastatrice. Alors elle va se manifester par le fait, par exemple, de refuser d'accompagner quelqu'un aux toilettes sans justification. Ou bien déplacer un fauteuil roulant contre la volonté de la personne en situation de handicap. Ou mettre les outils de mobilité hors de sa portée. L'empêcher de prendre ses médicaments ou modifier la dose ni sans avis médical, ni sans le moindre consentement de la personne concernée. Ou bien insulter, harceler, intimider, isoler, humilier, infantiliser, que ce soit en privé ou en public, ou encore menacer, abandonner dans un endroit inconnu ou dangereux pour la personne qui ne peut pas s'en échapper ou s'y opposer. Ou aussi, ça peut être négliger l'hygiène corporelle, les besoins essentiels et fondamentaux de la personne, ou la priver de chaleur humaine, ou tout simplement la priver d'attention, etc. Il y a toute une gamme d'éléments raffinés pour exercer des formes de violence psychologique. Retenez que 24% des personnes en situation de handicap subissent de la violence psychologique de la part de leur partenaire, contre 16,1% chez les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Je vous avais parlé tout à l'heure de quelques autres formes de violence. Alors citons d'abord la discrimination, qui est le fait de traiter une personne selon les caractères ou les signes distinctifs qu'elle affiche ou qu'elle a. Il y a aussi le harcèlement criminel qui est un comportement menaçant par rapport à la sécurité d'une personne ou à celle des personnes de son entourage. Il y a l'intimidation qui est un petit peu plus connue et reconnue étant donné que depuis quelques années, il y a de fortes campagnes qui sont menées dans les écoles pour éviter qu'elle s'exerce, en tout cas qu'elle aboutisse, si elle s'exerce, à de réelles sanctions. Alors l'intimidation, elle consiste à blesser, humilier ou exclure socialement une personne. Ça peut être aussi, elle prend en général racine dans ce qui fait la différence entre une femme et des autres femmes. Et c'est le cas particulièrement évidemment chez les femmes ou les filles en situation de handicap, pour autant surtout quand ce handicap est visible. Ça peut commencer à un âge très jeune et durer très 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 longtemps tant que rien n'est fait. Et on va voir maintenant deux autres formes de violence qui sont l'exploitation financière et la violence spirituelle. Alors l'exploitation financière, elle est très facile à exercer parce que la personne en situation de handicap se trouve souvent dans l'obligation de déléguer des opérations financières. Et elle peut aussi dépendre d'une personne de son entourage simplement pour gérer ses avoirs, pour financer, pour payer les services dont elle peut avoir besoin. Quant à la violence spirituelle, elle consiste à empêcher une personne d'exprimer ou de vivre ses croyances religieuses ou spirituelles, comme par exemple lui interdire de fréquenter un lieu de culte. Ça peut être aussi la critiquer, la ridiculiser pour ses croyances religieuses ou pour des éléments de sa culture ou de ses traditions. Si on considère les statistiques des autres formes de violence, on sait que 16,1% des personnes en situation de handicap subissent de l'exploitation financière de la part de leur partenaire contre 5,5% des autres personnes. Voyons maintenant le troisième point du portrait, c'était la vulnérabilité des femmes en situation de handicap.
Un premier élément de cette vulnérabilité, une des premières causes de cette vulnérabilité sont les circonstances de vie. La femme en situation de handicap peut avoir des difficultés à demander de l'aide ou à fuir ou à partir à cause de problèmes d'accessibilité, par exemple. Elle peut avoir ou vivre une situation de handicap qui l'empêche de se protéger. Elle peut aussi être dans l'impossibilité de composer elle-même un numéro de téléphone, donc avoir le besoin d'aide pour le faire. Elle peut avoir peur d'être abandonnée sans les soins qui lui sont nécessaires. Elle peut craindre d'être placée en établissement. Elle peut aussi être dans une totale méconnaissance des services d'aide et être maintenue dans cette méconnaissance. Et elle peut aussi vivre l'inaccessibilité des services d'aide d'une manière générale. On peut dire et affirmer aussi que la femme en situation de handicap est vulnérable parce qu'elle est tout simplement à la jonction de deux états, de deux phénomènes qui renforcent cette vulnérabilité, à savoir qu'elle est à la fois une femme et une personne en situation de handicap. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup de mythes très coriaces, très enracinés qui collent à sa situation. Je vous en cite quelques-uns. Les personnes qui ont une maladie mentale sont supposées plus violentes. C'est tout à fait faux. Statistiquement, c'est démontré. Il n'y a pas plus de cas de violence spontanée, naturelle chez une personne qui a une maladie mentale que chez une autre personne. Ou bien on affirme aussi parfois que les femmes qui sont en situation de handicap sont asexuées, donc elles n'ont pas de vie sexuelle, quoi, et elles ne peuvent pas être forcément, dans ce cas-là, la cible ou les victimes d'agressions sexuelles. Évidemment que c'est faux. Et les femmes en situation de handicap sont souvent considérées comme ne vivant pas en couple. Il n'y a absolument aucune raison à cela. Donc effectivement, ce sont bien des femmes qui sont particulièrement vulnérables parce qu'elles sont femmes et donc subissent tout ce qu'une femme a l'habitude ou qu'on constate qu'elle subit, mais en plus, de par leur situation de handicap, leur risque de subir ces agressions est largement augmenté. Une autre raison qui fait que les femmes en situation de handicap sont vulnérables, c'est parce que les attitudes sociales à leur égard sont souvent très négatives. Elles sont traitées comme des enfants. Généralement, quand elles portent plainte ou simplement qu'elles émettent une plainte, elles sont perçues comme des témoins non qualifiés. Ou bien on leur accorde une valeur économique de rentabilité nettement moindre que les autres femmes. Elles sont aussi vulnérables parce que souvent leur isolement, qui est dû à leur situation de handicap, fait que leur conjoint ou la personne chargée de répondre à leurs besoins va limiter leur accès à des services ou à des médicaments ou à des outils de fonctionnement ou bien à des outils de communication ou aussi à des événements comme par exemple se rendre à des événements familiaux, sociaux, culturels, artistiques, etc. Un cinquième point de vulnérabilité chez la femme en situation de handicap, c'est que le nombre de personnes qui interviennent auprès d'elle se multiplie très largement en cas de soins à domicile. Et certains même de ces soins-là peuvent nécessiter une relative proximité, parfois même particulièrement intime. Et toute cette masse de personnes qui interviennent dans la vie, dans les besoins d'une femme en situation de handicap, surtout quand ces besoins sont satisfaits à domicile, sont désignés par famille élargie. Et ça peut représenter beaucoup de monde en fonction de la gravité ou de la situation d'isolement. Les femmes en situation de handicap sont également vulnérables parce qu'elles sont en situation d'intersectionnalité. Je vous parlais du fait d'être à la fois une femme et d'être en plus en situation de handicap. Mais au-delà de ces deux situations de base, il peut y avoir une difficulté beaucoup plus importante en fonction du type ou du cumul de situations de handicap. Ça peut être aussi une difficulté par rapport à l'origine ethnique ou géographique. Ça peut être provoqué par des difficultés de communication. Ça peut être par le fait qu'elles sont dans l'impossibilité d'accéder à un service d'aide sans aide.
ou bien qu'elles n'ont pas en face d'elles une personne qui la comprenne parce que tout simplement elle-même ne pratique pas la langue des signes québécoise, qu'on appelle la LSQ, ou parce que la personne en face d'elle, et ça c'est ce qui se passe le plus souvent, ne la pratique pas, c'est pour le cas des femmes sourdes ou malentendantes. Elles peuvent être aussi très vulnérables parce qu'en plus de certains facteurs, s'ajoute l'inaccessibilité des bâtiments auxquels elles ont besoin d'avoir accès, ou plus simplement de l'absence de transport adapté. Un septième point de vulnérabilité, c'est le fait que la situation de handicap que vivent ces femmes les maintient dans un état de pauvreté, donc de tendance à l'infantilisation, à la déshumanisation, à l'isolement, à la dépendance. Et quelques indicateurs de ces situations sociales difficiles, c'est par exemple le niveau de revenu, la longévité, c'est-à-dire l'espérance de vie de la personne, son instruction, on constate beaucoup de cas d'analphabétisme ou bien un niveau d'études particulièrement bas, l'absence de formation ou de quelconque qualification professionnelle. Ça dépend aussi des conditions de vie et puis de l'exclusion, ce qui peut être sociale, professionnelle ou culturelle. Alors pour terminer les étapes du portrait que nous sommes en train de dessiner, on va faire un gros plan sur la réalité telle qu'elle est. On constate que les violences qui sont régulièrement exercées sur les femmes en situation de handicap, quelles qu'elles soient, le sont généralement en toute impunité. C'est une des raisons pour lesquelles elles sont méconnues et très très peu aussi punies, ou en tout cas très peu identifiées. On constate aussi qu'elles sont largement tolérées par l'ensemble de la société, un petit peu comme si les personnes en situation de handicap étaient nos commissaires, c'est-à-dire ces personnes sur lesquelles on mène un peu nos malheurs, soit qu'on les en tient responsables, soit qu'on estime que c'est moins grave que d'autres personnes que elles, ces personnes-là subissent de la violence. Et comme je vous le disais tout à l'heure, non seulement elles sont en situation de handicap, mais elles sont femmes en plus. Donc c'est aussi deux facteurs qui fait qu'elles restent un petit peu et dans l'ombre des réactions et dans l'ombre de la punition ou de la sanction. Et de toute façon, elles sont d'une manière générale dans l'angle mort des statistiques de tous bords, et surtout des statistiques francophones quand on explore tout le territoire hors Québec. Alors, la situation des femmes en situation de handicap est souvent ignorée, et malheureusement, par le mouvement féministe lui-même. Revenons à quelques statistiques qui donnent aussi un gros plan sur la réalité des femmes en situation de handicap. Le revenu moyen des femmes en situation de handicap sévère est de 17 459 $ quand elles ont un travail, contre 31 172 $ pour les femmes qui ne sont pas en situation de handicap. 51% des femmes en situation de handicap ont été victimes de plus d'un crime violent au cours des 12 derniers mois, contre 36% du côté des femmes qui ne sont pas en situation de handicap, et ce sont des statistiques tout à fait officielles. Si on compare de nouveau les femmes en situation de handicap qui vivent un taux de violence conjugale, ce taux est de 9,3% contre 5% chez les femmes qui ne sont pas en situation de handicap, et ce au cours des 5 dernières années. Comparons maintenant les femmes en situation de handicap contre les hommes en situation de handicap. 30% des femmes dénoncent les situations de violence dont elles sont victimes, contre 49% des hommes, toujours selon Statistique Canada. Alors pourquoi c'est ce qu'on va essayer de déterminer maintenant, encore quelques éléments, par quelques éléments de constat. C'est que si on compare la femme à l'homme, tous les deux en situation de handicap, c'est que d'une manière générale, la femme se trouve dans une plus grande précarité économique. La femme a généralement plus peur de perdre ses enfants, de perdre son logement. Elle a peur aussi de la baisse de ses revenus. Elle a peur de devoir
renoncer à garder un animal ou en tout cas à laisser un animal qui pourrait subir les sévices auxquels elle-même essaye d'échapper. Elle a peur aussi de ne pas retrouver un logement accessible et de ne pas pouvoir garder ses aides à domicile. Un chiffre qui va être important de retenir, et là je m'adresse particulièrement aux personnes qui interviennent auprès des femmes qui ont subi de la violence, c'est que 80%, ce chiffre est énorme, des situations de handicap sont invisibles. Ce qui veut dire que si vous avez en face de vous 10 femmes qui sont en situation de handicap, ça ne se voit pas du tout chez 8 d'entre elles. Donc si on ne cherche pas à deviner, à savoir, à connaître les éventuelles situations de handicap des unes et des autres, surtout sachant qu'elles ne sont pas visibles et qu'en plus certaines d'entre elles les cachent, on risque de passer à côté de services indispensables à ces personnes en fonction de leurs besoins particuliers. Et ces handicaps invisibles, c'est le cas par exemple de la surdité, la cardiopathie, la narcolepsie, la fibromyalgie, les allergies, les difficultés d'apprentissage et la plupart des maladies mentales. Donc c'est vraiment important de les identifier pour orienter les services le mieux possible. Au-delà de ce qui est déjà fait de remarquable, cet élément-là est vraiment à prendre en compte. À retenir aussi, quand on parle de situation de handicap, c'est que le handicap en tant que tel, c'est avant tout une condition de vie. C'est pas une identité. On n'identifie pas, on ne caractérise pas une personne en fonction de l'éventuelle situation de handicap qu'elle connaît. Et la deuxième chose qui est essentielle de retenir aussi, même si vous le savez déjà, c'est que la violence, c'est quelque chose d'inexcusable. Et on ne peut absolument imposer qu'un seul principe, qui est le principe de la tolérance zéro. Je voudrais terminer ce petit tour d'horizon, ce portrait incomplet bien sûr, mais qui donne le plus d'éléments possibles de la violence faite aux femmes en situation de handicap. Une petite réflexion sur ce qui concerne la traite et la prostitution. Alors on a très très peu de sujets sur ce problème-là, surtout quand il s'agit des femmes en situation de handicap. Pourtant, ce sont des proies extrêmement faciles, considérées comme un moyen vraiment peu dispendieux d'explorer tout ce qui est fantasme sexuel pervers, et évidemment en toute impunité. Elles sont proposées sur des sites pornographiques. Il suffit de taper par exemple femme de petite taille ou femme obèse ou n'importe quelle caractéristique, je dis selon des fantasmes pervers, on les trouve sur les sites pornographiques. Et autre chose qu'il faut aussi savoir, c'est que la traite et la prostitution ont des conséquences généralisées sur la santé mentale. On l'a vu tout à l'heure quand je vous ai donné les chiffres de 80% des femmes qui sont en hôpital psychiatrique, ce sont des personnes qui ont subi de la violence physique ou sexuelle au cours de leur vie. Un autre point en ce qui concerne la traite et la prostitution, c'est qu'on constate que ces deux éléments d'exploitation des femmes, c'est ce qu'elles produisent des femmes en situation de handicap. La plupart des femmes qui ont à vivre de la prostitution ou de la traite vont se retrouver en situation de handicap. Je vous donne un exemple particulièrement criant, c'est que les jeunes filles sourdes sont très recherchées parce qu'elles sont moins que les autres en mesure de communiquer leur détresse. La même chose pour les filles en déficience intellectuelle, parce qu'elles ne savent pas comment gérer leurs papiers, elles ne savent pas comment réagir, elles ne savent pas trop à qui s'adresser, puis surtout elles ne sont généralement pas entendues, elles sont considérées comme non crédibles. Une dernière chose, c'est que les femmes vivant des situations de handicap invisibles, comme je vous ai cité tout à l'heure, comme les lésions cérébrales, les handicaps intellectuels ou psychosocial, sont les plus affectées par la traite des personnes. Alors imaginez, si on ajoute à ça, toujours en parlant d'intersectionnalité, si on ajoute à ça le fait qu'elles sont par exemple racisées ou autochtones ou immigrantes ou sans papier, et ça vous donnera une idée de ce qui peut mener
à la vulnérabilité de ces femmes en particulier. Alors bien sûr, je vais citer deux villes qui nous sont proches et qu'on connaît bien, qui sont les villes de Toronto et de Montréal. Et la raison pour laquelle je les cite, c'est parce que ce sont deux véritables plaques tournantes mondiales, donc leur réputation est mondiale, comme étant des lieux de recrutement en matière de prostitution et de traite, et en particulier des femmes en situation de handicap. Donc juste pour mettre ça dans notre réflexion, puis peut-être un petit peu répandre aussi cette information pour susciter la vigilance autour de nous. Une chose aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles à la dénonciation. Une femme qui, par exemple, a des limitations fonctionnelles, elle a généralement très peur de ce qui va se perdre, des services qu'elle risque de perdre si elle se retrouve à un moment donné en état de dénonciation et donc d'éventuelles sanctions de la part de ses agresseurs. C'est le cas pour n'importe quelle personne qui subit de la violence, mais c'est encore beaucoup plus pénalisant pour une femme qui a besoin de services spécifiques. Alors je vais laisser la parole maintenant à Ginette, qui est une des consultantes du Phoenix, qui a longuement travaillé, et probablement la personne qui a le plus travaillé aux rapports et aux documents que nous avons rassemblés concernant les chiffres et la situation des situations de violence faites aux femmes en situation de handicap, et qui fait en matière d'intervention après violence un constat assez dramatique. Selon la recherche, les femmes en situation de handicap sont mal à l'aise de faire appel aux services d'aide en place. Toutefois, elles sont plus à l'aise de se confier à des amis, des personnes proches d'elles. Elles sont plus à l'aise aussi de se servir des services téléphoniques pour appeler à l'aide. Elles ne sont pas à l'aise de participer à des sessions de counseling de groupe. Comment allons-nous leur venir en aide si elles hésitent de faire appel à nos services? Est-ce que nos messages les interpellent? Est-ce qu'on connaît la meilleure façon de répondre à leurs besoins spécifiques? Maintenant, pour terminer, je vous renseigne quelques éléments intéressants qui viennent des parutions du Phoenix pour informer toutes les personnes qui le désirent et surtout conscientiser l'ensemble de la population et plus particulièrement les intervenantes et intervenants auprès des femmes en situation de handicap. Non pas que leurs interventions soient insuffisantes, bien au contraire, ces personnes font un travail extraordinaire, mais juste pour les conscientiser au fait que les situations de handicap, si elles ne sont pas prises en compte, vont amener à un service un peu diminué par rapport aux besoins qui caractérisent les situations de handicap vécues par les femmes qui ont vécu de la violence. Alors, le premier ouvrage, c'est la violence à l'égard des femmes et des filles en situation de handicap, qui est une synthèse de tous les documents et de toutes les recherches qui ont été faites sur le net. Nous avons aussi publié un manuel de référence qui fait à la fois le portrait de la violence, un peu comme je viens de vous le faire, et puis qui donne toute une série de recommandations pour savoir comment interagir avec les femmes qui sont en situation de handicap. Point particulier qui va faire l'objet du second webinaire que vous propose le Phoenix après celui-ci. Et troisième élément que je vous recommande, c'est un cours qui a été mis en ligne, ce que vous trouverez sur le site du Phoenix, qui donne quelques pistes concernant les interventions qui peuvent être faites après la violence vécue par les femmes qui sont en situation de handicap. Pour terminer, je remercie Conditions Féminines qui nous a permis de réaliser nos webinaires. Et avant de répondre aux quelques questions que vous allez nous poser, je voudrais vous rappeler le sondage auquel il vous est demandé de répondre et qui se trouve dans la boîte de description dont le lien est à la fin de chaque webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie de vous intéresser à ce douloureux sujet qu'est la violence faite aux femmes en situation de handicap. Je vous souhaite bonne continuation dans vos interventions et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui nous parlera de l'interaction que nous pouvons avoir
avec les femmes en situation de handicap en fonction de chacun de leur type de handicap. Merci et à bientôt.